Merci d'être avec nous sur AL24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 1er juillet. J-1 avant les élections législatives en Algérie, un scrutin où plus de 24 millions d'Algériens sont appelés aux urnes pour élire 407 députés. Le vote pour les législatives se poursuit pour les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger et les populations du Grand Sud algérien à travers les bureaux itinérants. Les représentants américains et iraniens mènent ce mercredi des discussions techniques indirectes à Doha dans le cadre des tractations visant à un règlement durable de la guerre au Moyen-Orient. Et au Venezuela, une semaine après le double séisme, les sinistrés font face aux pénuries et aux risques d'épidémie, alors que 50 000 personnes sont toujours portées disparues, selon les Nations Unies. Et tout de suite, notre dossier consacré aux législatives du 2 juillet. Bonsoir à tous. Plus de 24 millions d'Algériens sont appelés demain aux urnes pour élire les membres de l'Assemblée populaire nationale pour une nouvelle législature dans le cadre des élections législatives organisées sous le slogan « Soyez un partenaire actif dans la prise de décision ». Voter et participer. Au total, 407 sièges à l'APN sont à pourvoir pour un mandat de 5 ans. Pas moins de 793 listes électorales regroupant 9 854 candidats répartis sur différentes circonscriptions électorales à l'intérieur du pays sont en lice. À l'étranger, 54 listes comptant un total de 432 candidats sont en compétition. Et le vote par anticipation se poursuit pour les membres de la communauté nationale établie à l'étranger pour le 5e jour consécutif dans de nombreux pays. Le nombre total de sièges à pourvoir à l'APN pour la diaspora algérienne est de 12, répartis en 8 zones géographiques. Et parmi les 854 285 électeurs algériens établis à l'étranger, un grand nombre réside en zone 1, dont la coordination de l'ANI est assurée depuis le consulat d'Algérie à Paris, couvrant les circonscriptions consulaires de Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil et Pontoise, correspondant essentiellement à la région Île-de-France, qui a connu une affluence croissante au 5e jour de l'opération de vote. Au consulat d'Algérie à Montpellier, le scrutin législatif se poursuit dans de bonnes conditions. Le centre de vote de Montpellier compte environ 21 000 électeurs inscrits sur les listes électorales et 9 bureaux de vote répartis sur les 6 départements couverts par le poste consulaire. S'agissant de l'engouement qui a été porté pour ces élections législatives, je pense que l'explication est toute naturelle. Tout d'abord, je crois que le travail qui a été mené par le consulat durant les 10 derniers mois, portant sur l'activité culturelle très très dense, a porté ses fruits. En effet, ça a permis de tisser des liens avec la communauté, et tout ça, de par ce travail-là, nous avons constaté qu'il y a eu énormément de gens qui sont venus voter. La deuxième chose, c'est qu'il y a une stratégie qui a été initiée par M. le consul
lors des dernières élections présidentielles. Nous l'avons constaté, il y a eu, de par le principe du rapprochement de l'urne vers l'électeur, nous avons créé 3 nouveaux bureaux de vote, un à Rodez, un à Narbonne et un à Béziers. Ces 3 bureaux de vote à eux seuls représentent quelque chose comme 2700 électeurs à 3000 électeurs, ce qui paraît être considérable. Affluence tout aussi remarquable vers les bureaux de vote de la communauté algérienne établie à Alès, en région Occitanie, au sud de la France. Je suis venu voter et j'incite tous les Algériens de France à venir voter. C'est très important pour le pays. Et voilà quoi, j'aimerais bien que les jeunes, les moins jeunes viennent voter et permettre à l'Algérie d'évoluer dans le bon sens. Voilà. Et j'espère que mon message sera entendu. Je suis là pour les votes, pour les députés. Nous sommes d'Alès et tout se passe bien. Je tenais quand même à remercier toute l'équipe qui est là, qui nous aide. Et le consul de Montpellier qui a mis à notre disposition un bus pour aller récupérer des personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion. Et à Béziers, la communauté algérienne a une nouvelle fois démontré son attachement à ses valeurs de solidarité et de citoyenneté en cette période d'élections législatives où chaque voix compte. La communauté algérienne de Béziers s'est fortement mobilisée malgré la chaleur caniculaire. Allez, du sud au nord de la France, direction Lille, où des membres de la communauté algérienne ont arboré plutôt fièrement leur carte d'électeur après avoir accompli leur devoir électoral. Oui, je suis venue pour voter, je l'ai su par mon mari, je suis venue voter, voilà, on a voté. Ça m'a fait plaisir, à chaque fois quand je vais chez le consulat, je me sens très à l'aise. Voilà. Et qu'ils soient à Nice, à Toulon ou en Corse, les Algériens ont donné un véritable exemple de patriotisme en se ruant vers les urnes, convaincus de leur rôle dans la vie politique de leur patrie d'origine. L'opération de vote s'est déroulée dans d'excellentes conditions, reflétant le souci des autorités algériennes chargées des élections de mener à bien ce processus. En Belgique, qui relève de la zone 7, les anciens initient les plus jeunes au devoir national en allant voter, comme vous pouvez le constater à travers ces images qui nous parviennent des bureaux de vote de la ville de Liège. Nous sommes venus voter pour élire nos députés pour qu'ils nous représentent. Vive l'Algérie. Nous sommes à Liège, nous sommes venus voter, tout est prêt, tout est organisé, tout le monde est venu voter, l'ancienne et la nouvelle génération. Voilà, moi j'ai voté, venez voter. En zone 8, le vote se poursuit notamment en Espagne pour le 4e jour consécutif. C'est le cas au niveau du consulat d'Algérie à Alicante qui compte 10 306 électeurs répartis à travers 7 bureaux: Alicante, Valence, Muris, Séville, Almeria, Malaga et Castellón.
Je suis résident ici à Alicante. Je suis venu au consulat pour voter en faveur des élus qui représenteront la communauté algérienne à l'étranger au sein de l'Assemblée populaire nationale. J'espère qu'ils seront à la hauteur de cette responsabilité. Et d'Alicante, nous retrouvons notre envoyé spécial, Iman Merad. Bonsoir. Alors, comment s'est passé ce 4e et avant-dernier jour de vote pour les législatives? Bonsoir Abdelkader. Alors oui, à la veille du dernier jour du scrutin électoral des élections législatives, ici, nous sommes de retour ici à Alicante où la communauté algérienne établie ici s'est dirigée vers le bureau de vote, à savoir le consulat d'Algérie, qui a tenu pour cette 4e journée à donner sa voix pour élire leurs représentants de la diaspora ici à Alicante et dans la région 8 plus précisément. Je rappelle que d'autres bureaux de vote ont été délocalisés mardi, donc hier mardi. Le bureau est également ouvert de 8h jusqu'à 20h. Les autres villes concernées sont donc Valence, Murcie, Almeria, Séville, Malaga aussi et Castillon. Donc ces bureaux de vote ont également accueilli la communauté algérienne établie dans la région 8. Alors une communauté estimée à près de 10 300 votants qui étaient attendus aux urnes pour élire leurs représentants de la diaspora à l'Assemblée populaire nationale. Merci Iman Merad, notre envoyé spécial à Alicante. Et le processus électoral pour les législatives se poursuit également auprès de la communauté algérienne établie à Istanbul en Turquie dans de bonnes conditions d'organisation. Ce mercredi, les bureaux de vote ont connu une affluence particulière dès leur ouverture. Bonjour, je m'appelle Imen, mon père est irakien et ma mère est algérienne. Je suis née et j'ai grandi à Istanbul. J'ai appris qu'il y avait des élections en Algérie, alors je me suis rendue au consulat algérien à Istanbul pour voter et choisir mon candidat. Que cela apporte le meilleur pour mon pays et pour toute l'Algérie, j'aime énormément mon pays. Salam alaikum au peuple algérien. Je suis né et j'ai grandi à Istanbul, en Turquie. Je suis fier d'être algérien et ma mère est algérienne. Nous sommes venus pour donner notre voix à notre candidat pour les élections du Parlement algérien. Que le meilleur gagne. Nous avons choisi celui que nous avons estimé être le plus approprié. J'espère de tout cœur que cela sera bénéfique pour le peuple algérien. Et les membres de la communauté algérienne établie en Tunisie continuent également d'affluer vers les bureaux de vote. Ce pays voisin de l'Algérie compte plus de 15 000 électeurs répartis sur 3 centres de vote, notamment celui du consulat général d'Algérie à Tunis. Je suis une Algérienne établie en Tunisie depuis 40 ans. J'accomplis mon devoir civique à chaque échéance. C'est un devoir. Nous devons voter pour notre pays. J'incite les jeunes à venir voter. À chaque échéance ou événement qui concerne l'Algérie, je suis présente. Nous devons accomplir notre devoir. J'espère que les personnes pour qui nous avons voté seront à la hauteur. Dieu merci, l'Algérie va bien. Dès qu'on voit notre drapeau, on accourt. Je pensais que le vote était terminé, mais on m'a dit que je pouvais encore voter. Tout était fluide. Et à la veille de ce scrutin, l'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI, a appelé l'ensemble des encadreurs des bureaux et des centres de vote à veiller au respect des principes fondamentaux du régime électoral en prévision des élections législatives, bien entendu, du 2 juillet, en s'acquittant de leur mission avec loyauté et neutralité, tout en s'abstenant de tout acte compromettant ou conduite susceptible de porter atteinte à la régularité, à l'intégrité et à la transparence et à la crédibilité de l'opération de vote.
Et les opérations de vote pour les élections législatives du 2 juillet ont débuté ce mercredi à travers les bureaux itinérants dans certaines wilayas du sud où le scrutin est avancé réglementairement de 24 heures. C'est le cas dans les wilayas d'El Mrayer, El Oued et d'Adrar. Pour rappel, le scrutin avait débuté lundi dernier, avancé de 72 heures dans plusieurs wilayas du Grand Sud, tels que Ouargla, Tamanrasset, Illizi, Janet et Ingezam, puis hier, 48 heures avant le scrutin, dans certaines wilayas comme El Oued, Illizi et Timimoun. L'opération de vote pour les élections législatives du 2 juillet se poursuit pour la deuxième journée consécutive à travers les bureaux de vote itinérants au profit des habitants des zones éloignées des wilayas de Tindouf et Béchar dans des conditions organisationnelles optimales, comme le montrent ces images qui nous parviennent de Tafagoumt et Garajbilat. Je remercie les membres de la wilaya de Tindouf d'être venus jusqu'à nous, à Tefengoumt, malgré la chaleur, pour qu'on puisse voter. On remercie également les candidats qui se présentent pour servir les intérêts des citoyens. Nous sommes heureux de cette initiative malgré la chaleur. Ils sont venus jusqu'à nous. Tafengoumt est une zone humide, il y a plusieurs espèces d'oiseaux, de l'eau et du poisson. Il faut qu'on y développe l'agriculture car la terre de la région est une terre agricole. Nous nous trouvons au niveau de Tefgoumt, qui est la dernière étape. Les conditions sont bonnes, tous les moyens nécessaires ont été mis en place. Nous remercions les autorités d'avoir œuvré à la réussite de ce scrutin. Les habitants de Tafengoumt ont été très coopératifs et nous ont bien accueillis, tout se passe bien. On craignait les conditions climatiques, mais pour le moment tout va bien. Nous avons parcouru 4 régions et là, c'est la dernière étape. Et à Gardaïa, le coordinateur de Wilaya de l'ANI, Aïssa Akhdari, a confirmé la finalisation de l'ensemble des préparatifs organisationnels et logistiques en prévision des élections législatives prévues demain afin de permettre aux quelques 210 000 électeurs dans cette wilaya d'accomplir leur devoir électoral. Je suis venu retirer ma carte de vote pour accomplir mon devoir civique et élire nos députés qui participeront à bâtir l'avenir. Je suis venu retirer ma carte de vote en tant que citoyen algérien. Je me dois de voter, il faut que je laisse mon empreinte dans ce scrutin. Il faut que tous les Algériens participent, c'est une nécessité. Et la wilaya de Bourj Borij, cette fois, a mobilisé une importante logistique pour cette échéance électorale, apprêtant 357 centres de vote à travers ces communes pour accueillir 468 390 électeurs. Les préparations ont atteint des niveaux avancés après la finalisation de tous les aspects logistiques et organisationnels conformément au calendrier prévu à cet effet. Nous sommes fin prêts avec un suivi continu sur le terrain et une parfaite coordination entre tous les intervenants pour garantir le bon déroulement de ce scrutin. Nous avons 468 390 électeurs distribués sur 357 centres de vote. Nous avons mobilisé plus de 10 745 encadrants pour suivre les différentes étapes de cette opération électorale. 16 listes électorales sont en liste avec 224 candidats. Et à J-1 des élections législatives de la délégation de l'ANI, Médé a affirmé que tous les moyens humains et matériels avaient été mobilisés pour la réussite de ce scrutin. Les centres de vote de la wilaya sont ainsi fin prêts à accueillir les électeurs dans des conditions optimales de transparence et d'organisation.
Et à Qsr el-Boukhari, les préparatifs pour le scrutin législatif se poursuivent au centre local de l'autorité nationale indépendante des élections, dont le coordinateur de Wilaya a souligné une bonne cadence en coordination avec les responsables des 21 centres de vote. Dans le cadre des préparatifs des élections législatives du 2 juillet 2026, nous sommes à Qsr el-Boukhari. Cette nouvelle wilaya récemment promue compte 21 communes où les candidats entrent en course pour décrocher les 3 sièges alloués à l'Assemblée. Nous voici dans la dernière ligne droite de ce rendez-vous électoral. Après la révision des listes électorales, l'étude des recours et la période de campagne place désormais au silence électoral qui marque l'ultime étape du processus. Sur le terrain, l'ensemble des moyens matériels et humains est fin prêt pour accueillir les électeurs. Poursuite des préparatifs également à Ain Oussara au niveau du centre local de l'ANI afin de pouvoir accueillir les électeurs dans les meilleures conditions possibles. Ain Oussara, récemment promu au rang de wilaya, l'instar d'autres régions du pays s'apprête à vivre ce rendez-vous électoral. Dans cette nouvelle wilaya, le corps électoral est estimé à 171 258 électeurs, répartis sur 76 centres de vote qui regroupent un total de 406 bureaux. Aujourd'hui, tous les préparatifs matériels et logistiques sont achevés. On peut ainsi affirmer que la wilaya de Ain Oussara est fin prête à accueillir les citoyens pour l'accomplissement de leur devoir électoral. Dans le reste de l'actualité de ce mercredi, je vous le disais en titre, des représentants américains et iraniens mènent aujourd'hui des discussions techniques indirectes à Doha dans le cadre des tractations visant à un règlement durable de la guerre au Moyen-Orient. Après des échanges de frappes qui ont menacé de briser la trêve, le détroit d'Ormuz reste l'un des principaux points d'achoppement. Leïla Hamouda. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a affirmé que l'Iran répondait immédiatement et avec fermeté à toute menace visant son peuple ou ses dirigeants. Dans une publication sur la plateforme X ce mercredi, Araghchi a déclaré que le président américain Donald Trump s'est engagé à contenir les agissements de ses alliés sunnites. Il a averti que ceux-ci recevront une dure leçon s'ils ignorent les instructions de Washington. Selon lui, les dispositions du mémorandum d'entente signé à Islamabad sont claires, publiques et engagent toutes les parties. De son côté, le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis entretenaient de très bonnes relations avec l'Iran et que les réunions au Qatar s'étaient bien déroulées. La dénucléarisation de l'Iran progresse bien, les réunions ont été très fructueuses, nous verrons. Nous les avons durement attaqués pendant 3 nuits, comme vous le savez, mais les négociations se déroulent très bien. Eh bien, je pense qu'ils ont fait beaucoup de progrès, on les a mis très durement en difficulté la semaine dernière. Je pense qu'ils vont bien. Dans ce contexte, les discussions techniques indirectes tenues à Doha, sous la médiation du Qatar et du Pakistan, portent notamment sur la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz, ainsi que sur les mécanismes permettant d'assurer un cessez-le-feu durable. Pour Téhéran, les discussions ne sont pas rompues, mais elles changent désormais de nature. Selon le président du Parlement iranien et chef de la délégation de négociation, Mohammad Baghar Ghalibaf, le temps des négociations politiques est terminé. L'heure est désormais à la mise en œuvre des engagements contenus dans le mémorandum d'entente. Nous sommes déterminés à respecter le mémorandum d'entente, autrement dit, nous sommes engagés dans un dialogue, mais s'ils refusent d'appliquer ce qui a été convenu par ce dialogue, nous sommes prêts à la guerre. Nous réagirons et nous continuerons assurément à faire pression sur eux. Un message qui illustre la double stratégie iranienne, maintenir le dialogue tout en affichant une posture de fermeté face aux États-Unis. Pour les autorités iraniennes, le mémorandum constitue désormais une feuille de route dont chaque étape doit être respectée avant d'aborder les autres volets, notamment celui du programme nucléaire.
Les négociations qui ont abouti à l'accord sont terminées. Nous sommes maintenant dans une base où, conformément au calendrier convenu, nous coordonnons et menons des discussions afin de mettre en œuvre ce qui a été déjà négocié. Je vous expliquerai cela plus en détail. Tant que ces dispositions n'auront pas été mises en œuvre, nous ne passerons pas aux autres articles de l'accord. Donc, pour le moment, nous sommes en pourparlers. Parmi les premières mesures prévues figure la création d'un comité conjoint réunissant l'Iran, les États-Unis et le Liban. Ce mécanisme est chargé de superviser la mise en œuvre du cessez-le-feu, d'accompagner la fin des hostilités et de soutenir le rétablissement de la souveraineté libanaise. Il a été décidé que l'Iran, les États-Unis et le Liban établiraient un comité conjoint chargé de superviser la mise en œuvre de la fin de la guerre et le rétablissement de la souveraineté nationale au Liban. Nous veillons actuellement à la mise en œuvre de ce mécanisme. C'est précisément pourquoi nous disons que ces pourparlers se poursuivent. Tant que nous n'aurons pas pleinement sécurisé et finalisé la mise en œuvre de ces 5 premières dispositions, y compris celles concernant le Liban, nous ne passerons pas à la phase suivante, à savoir la mise en œuvre des articles restants de l'accord. Entre prudence diplomatique et démonstration de fermeté, les prochaines semaines s'annoncent décisives pour déterminer si la mise en œuvre des engagements permettra de préserver la dynamique de dialogue ou si les tensions reprendront le dessus dans une région où l'équilibre demeure particulièrement fragile. On reste dans la région où l'entité sioniste se soustrait à ses engagements concernant le retrait de ses forces de 2 régions du sud Liban, balayant ainsi d'un revers de main les clauses de l'accord. L'entité sioniste a en effet posé des conditions irréalisables liant tout retrait du sud Liban au maintien du contrôle de ses forces sur ce qu'elle qualifie de zone de sécurité, sous prétexte de protéger les colonies du Nord, ainsi qu'à l'établissement de ce qu'elle décrit comme un mécanisme de contrôle conjoint avec Beyrouth. Les forces de l'occupation sioniste ont mené ce mercredi à l'aube d'intenses bombardements et des tirs d'armes à feu dans plusieurs secteurs du sud Liban. Selon l'agence nationale d'information libanaise ANI, les forces de l'entité sioniste ont ciblé notamment des habitations dans les localités de Beit Yahoud, à Bint Jbeil et à Tyr. Allez, on change de décor. L'Europe continue de subir une vague de chaleur précoce et intense qui a déjà causé la mort de plus de 1300 personnes depuis le 21 juin dans la capitale française, Paris, qui a enregistré un record de température pour un mois de juin avec plus de 40 degrés. Les hôpitaux sont submergés de victimes d'hyperthermie. Amal Amzian-Zitoni. Dans cet hôpital de la région parisienne, les urgentistes passent d'une chambre à l'autre lors du briefing matinal. Lutter contre les vagues de chaleur est en train de devenir leur nouvelle norme. Les patients souffrant de coups de chaleur ont commencé à arriver au grand nombre à partir du 20 juin à l'hôpital Paris-Saclay. L'équipe médicale se prépare déjà pour la prochaine vague après avoir vécu des moments horribles la semaine dernière. En fait, le vendredi de la nuit du 19 au 20, c'est là où les patients victimes de la chaleur sont arrivés en masse aux urgences. Et c'est à partir du 20, on a pris 20% d'entrée aux urgences. Et du 20 jusqu'au 27, on a eu plus de 20% de patients tous les jours. Cette semaine a été terrible pour tout le personnel de l'hôpital, pas seulement pour les infirmières et les médecins, mais pour tous ceux qui y travaillaient. Ils ont travaillé 24 heures sur 24, voire 7 jours sur 7, car nous devions trouver de nouvelles solutions en un temps record. Nous pensions être prêts, mais en réalité, nous ne l'étions pas. Nous étions préparés à des températures élevées le jour, pas la nuit. De retour. Ici, à l'hôpital Paris-Saclay, les urgentistes avaient besoin de glaçons pour plonger les patients dans des bains d'eau froide, afin de faire baisser rapidement leur température. Mais faute de machines à glaçons, le personnel a eu des difficultés à s'en procurer.
Donc la première question qu'on s'est posée, c'est comment on va faire. Donc on a les draps mouillés, on a les bacs à douche qu'on peut utiliser. Il y a dans le protocole, il y a des... Et donc pour trouver des glaçons, c'était pas à l'hôpital. Donc en fait c'était un peu la débrouille et chacun a amené sa solution. À l'hôpital par exemple, ici on est allé en acheter à Auchan dans un premier temps. L'hôpital Paris-Saclay est pourtant récent et climatisé, mais 3 hôpitaux plus anciens appartenant au même groupe, dirigés par l'UC, sont moins bien protégés contre la chaleur. Ils ont été mis à rude épreuve. Les efforts visant à combler certaines des brèches mises en évidence par la vague de chaleur s'accélèrent également au niveau national. Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a annoncé un investissement de 100 millions d'euros dès cet été dans des systèmes de refroidissement pour les hôpitaux et d'autres travaux visant à maintenir le fonctionnement des services hospitaliers. En Belgique, à présent, au moins 6 personnes sont décédées ce mercredi à Anvers dans un incendie qui s'est déclaré dans un immeuble d'habitation comptant une dizaine d'étages. Souhila Kilal. Les épaisses colonnes de fumée qui se dégagent de cette tour d'habitation témoignent de la violence de l'incendie. Le 8e étage est en proie aux flammes. Très vite, l'incendie s'est propagé et la fumée a embaumé toute la tour. J'ai entendu plein de choses. D'abord au feu, ensuite j'ai senti une odeur. Je me suis dit que ce n'était pas normal. J'ai essayé de descendre, j'ai ouvert la porte, j'ai senti l'odeur. J'ai dû prendre des escaliers car l'ascenseur était hors service. L'intensité de l'incendie est telle que beaucoup des 200 habitants qui occupent l'immeuble se sont retrouvés bloqués chez eux sans pouvoir en sortir. Les pompiers ont dû utiliser des nacelles, des civières et des cordes pour pouvoir les évacuer. Malheureusement, 6 personnes n'ont pu survivre à ce grave sinistre. Je suis contente d'être sortie, mais je suis très triste car je connais 2 femmes. L'une au 4e étage, l'autre au 5e et elles ne répondent plus au téléphone. Et ça m'inquiète. Plusieurs casernes de pompiers de différents districts ont été mobilisées sur place, ainsi que des ambulances et des équipes de secours. La police a demandé aux habitants du quartier de garder portes et fenêtres fermées pour se protéger des épaisses fumées. Le bilan est malheureusement très lourd ici. À l'heure actuelle, au moins 6 personnes ont péri dans l'incendie. On dénombre également un nombre important de blessés graves et de plusieurs blessés légers. Ils sont actuellement transportés vers différents hôpitaux. Un plan d'intervention médicale a donc été mis en place. Les pompiers poursuivent également leurs recherches pour retrouver d'éventuelles victimes dans l'immeuble. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'incendie a été provoqué par une défaillance technique au rez-de-chaussée peu avant 10 h du matin. Les derniers étages de cet immeuble résidentiel, situé sur la rive gauche de l'Escaut, semblaient être les plus touchés. Et je vous en parlais en titre au Venezuela. Une semaine après le double séisme, les sinistrés font face aux pénuries et aux risques d'épidémie, alors que 50 000 personnes sont toujours portées disparues selon l'ONU, alors que le bilan des victimes s'est, lui, encore alourdi à près de 2000 morts et 10 500 blessés. Je suis anéanti. Ma nièce de 19 ans est là-bas. Nous savons qu'elle était là car elle était au téléphone avec ma mère et nous n'avons plus de nouvelles depuis. Nous savons qu'elle se trouve dans la partie du bâtiment qui est probablement la plus endommagée, car c'est là que le bâtiment s'est effondré lors du tremblement de terre. L'accès est difficile, mais nous devons continuer à nous battre car nous devons la retrouver. Même si nous avons déjà beaucoup accompli, j'ai le sentiment qu'il reste encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire et cette phase durera plusieurs jours. Nous y voilà. Je demande à ceux qui se trouvent à l'étranger de rester unis, car c'est le peuple qui sauve le peuple.
Nous nous en sortirons par nos propres efforts, alors je vous en prie, soyez solidaires et offrez votre soutien, quel qu'il soit. Reconstruire la ville de la Guaira est difficile car cette situation va durer et nos amis, nos frères et nos sœurs de la Guaira auront besoin d'un soutien considérable pendant longtemps. Une semaine passe en un clin d'œil, mais en réalité, une journée paraît en durer 3 ou 4 à cause de tout le travail accompli ici. L'aide humanitaire, tant locale qu'internationale, a été vraiment remarquable. Je pense que certaines personnes, bien qu'elles souhaitent apporter leur aide, sont restées sur place car la région a été si durement touchée. Et enfin, au Pakistan, au moins 14 enfants sont morts à la suite de l'effondrement du toit d'un bâtiment à Lahore, une ville de l'est du pays. 5 autres enfants ont été blessés. À 4 heures, 4 de nos enfants se sont rendus au centre de soutien scolaire. 2 d'entre eux étaient à l'intérieur et 2 autres se tenaient sur le seuil lorsque le toit s'est effondré. Lors de l'effondrement, ceux qui étaient à la porte ont été blessés. 2 d'entre eux qui étaient à l'intérieur sont morts. C'était ma nièce. Elle avait environ 7 ou 8 ans et elle était scolarisée et suivait également des cours dans un centre de soutien scolaire. Elle s'était rendue au centre pour étudier. Et ce drame s'est produit vers 4 heures. Voilà, et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.